Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est à Valbourg, au nord de l'Alsace, où on va rencontrer Ernest et Corinne sur leur ferme de 200 hectares, où ils élèvent environ 300 charolaises en sélection pour la reproduction. Ils ont commencé l'agroforesterie il y a quelques années déjà et entretiennent aujourd'hui plus de 6 km de haies qu'ils valorisent pour le fourrage et aussi pour la litière plaquet de bois. On aura aussi la chance de rencontrer Arthur de la LPO qui fait le suivi biodiversité de cette ferme. Allez, c'est parti! L'agroforesterie, c'est pas difficile et c'est pas cher et ça nous aide beaucoup. Et pour passer en bio, ça a été très facile à partir du moment où on a pratiqué l'agroforesterie. Ça sert de fourrage, ça fera un jour du bois d'œuvre. On a des très bons résultats avec les animaux en parasites. On a de moins en moins de parasites, même cette année avec toute l'humidité, toute l'eau qu'on avait. La plaquette de bois, c'est moins cher. Le compost qu'on obtient est de bien meilleure qualité que si on n'utilisait que de la paille. Une haie, elle crée quand même de l'influence sur le terrain jusqu'à 150 mètres. Donc si vous avez une haie tous les 300 mètres, ça fait beaucoup d'influence avec tous les auxiliaires qui vivent là-dedans. Mais la solution, elle est là. Les arbres ne sont pas un problème, c'est la solution à nos problèmes. Donc nous sommes à Valbourg, c'est nord d'Haguenau, donc dans le département du Bas-Rhin, tout à fait au nord presque. Nous sommes ici depuis 1966, originaires de la région du Korosberg, donc à l'ouest de Strasbourg, dans les bonnes terres de culture de l'Euss. Mon père a commencé la charolaise en 1957 et il a rapidement remarqué, au vu que dans le Korosberg, c'était pas possible d'élever des charolaises et de la vache allaitante. Surtout à l'époque, c'était quelque chose de très novateur dans une région hors berceau de la race. Et donc il est parti jusqu'à 40 km avec un tracteur et des vaches dans sa petite benne pour les emmener dans les Vosges, dans les pâturages. Et puis en 1966, cette ferme était vendue aux enchères, elle était complètement faillite. Et donc il a eu l'occasion d'acheter les 166 hectares d'un seul tenant autour du village de Valbourg en fin de compte. Et donc, il a investi dans plus de vaches. On avait 60 vaches allaitantes à l'époque. Et en 1971, on avait déjà des contacts vers l'Allemagne, comme nous sommes à 25 km de la frontière. Nous sommes parfaitement bilingues. On a commencé à acheter des animaux inscrits à Vaux-Charolais parce que les Allemands nous ont demandé des animaux avec pédigré. Et c'est comme ça, moi je suis né parfaitement là-dedans et c'est comme ça que j'ai grandi, que je me suis enfoncé dans ce métier d'éleveur charolais sélectionneur. Voilà, aujourd'hui la ferme, elle fait à peu près 180 hectares autour de Valbourg, presque 200. Et puis encore une quarantaine d'hectares qu'on fait en Allemagne, le long du Rhin, c'est du Natura 2000 depuis 35 ans. Et donc c'est des terres assez pauvres, mais il y a beaucoup de fines herbes, je dirais, voilà, et c'est très bon pour les animaux, ça leur donne un bon équilibre. Donc là-bas, on fait en principe 2 coupes. Aujourd'hui, le cheptel il est composé d'une centaine de mères vaches reproductrices. On était à un moment donné monté à 140 vaches reproductrices, mais il ne faut pas oublier que depuis le Lothar en 1999, la fameuse tempête qui est passée quand même très fortement dans notre région, les accidents climatiques sont de plus en plus fréquents. Les coups de chaleur, les périodes de sécheresse, c'est depuis l'année 2000 en fin de compte. Donc on a dû réduire un peu le cheptel parce qu'il fallait tout le temps racheter du fourrage à droite et à gauche, c'était très compliqué. Et là, donc on est passé aussi en agroforesterie il y a une quinzaine d'années, on a commencé à y penser. Et donc là, ça nous a aussi permis de nourrir le cheptel en période sèche avec des feuilles et de la nourriture verte des arbres. Voilà, c'est une bonne composition et aussi un très bon équilibre pour les animaux. Donc moi je suis Corinne Bloch, je suis la compagne d'Ernest depuis 14 ans. Je suis arrivée ici, j'étais maître composteur et j'animais une grande campagne sur le nord de l'Alsace. Donc le compost, la terre, c'est mon truc, voilà. Et voilà, j'arrive tout doucement à l'âge de la retraite, et Ernest aussi d'ailleurs. Hein. Et puis, voilà, on a passé ensemble 2 ans où j'ai observé pas mal. Et puis, on a enclenché comme ça un programme un peu tous les deux de formation, de recherche-développement, à réfléchir comment on pourrait passer en bio.
Et puis en agroforesterie, finalement, ça a été l'aboutissement de tout ça. Et je dois dire que sans agroforesterie, sans le nourrissage des bêtes avec les branches, sans la litière plaquette bois, sans ce bon compost, je pense qu'on n'y serait pas arrivé. Mais on a réfléchi à un système global comme ça, ensemble, qu'on a appliqué maintenant depuis 5 ans et qui nous donne beaucoup d'espoir et qui nous fait voir la vie tout à fait autrement, quoi. Et ça nous a libérés de tous les pesticides, engrais chimiques, fongicides, tout ça, c'est une chose qu'on a complètement fait abstraction. En fait, j'aime bien dire, en conclusion, qu'on cultive autre chose et autrement, et on élève aussi nos animaux autrement. Voilà. Ah, du coup, moi, je m'appelle Arthur Keller et je travaille à la Ligue pour la protection des oiseaux Alsace. Et je suis ici sur la ferme depuis quelques années, effectivement, où on s'est rencontré avec Corinne lors d'autres manifestations. Mais professionnellement, c'est dans le cadre d'un projet qui est porté par Bio Grand Est et qui est à destination des agriculteurs. Donc c'est des financements publics par l'Agence de l'eau et la région. Et l'objectif, c'est de faire un diagnostic, un état des lieux en fait de la biodiversité sur le parcellaire des fermes, pour ensuite aboutir à des propositions d'amélioration de l'accueil de la biodiversité. Donc ça peut être des propositions liées à la gestion de l'existant, notamment sur les prairies, les haies ou les bandes enherbées, avoir une gestion plus extensive. Alors souvent en plus ça a un avantage économique aussi pour les agriculteurs. Et après de créer des aménagements type plantation de haies, plantation d'arbres, création de mares, etc. Et l'objectif en fait de ce partenariat, puisque c'est vraiment un partenariat qui se noue avec les agriculteurs, c'est vraiment de tenir compte des enjeux de biodiversité, mais aussi beaucoup tenir compte des enjeux liés au travail sur la ferme, liés à l'agriculture, vraiment, et d'essayer de créer des ponts entre les deux mondes qui s'opposent régulièrement pour essayer de trouver des synergies, des choses qui vont ensemble. Et au final, on se rend compte qu'ici, ça profite à tout le monde, à la fois les haies qui sont conservées, gérées ou plantées même vont fournir un habitat, un lieu de reproduction, d'alimentation pour de nombreuses espèces, notamment des oiseaux, mais aussi vont pouvoir être valorisées là, dans le cadre de la plaquette litière bois dont présentait Corinne. Voilà, globalement. Alors le suivi, en règle générale, on fait une année d'inventaire. Alors c'est pas des inventaires exhaustifs, mais on va un petit peu voir tout ce qui vit sur le parcellaire de la ferme, d'autant plus qu'ici 180 hectares, voilà, on peut pas faire de l'exhaustif. D'autres parcelles où c'est des maraîchers, notamment de 2 hectares à 1 hectare, on peut faire quelque chose de plus exhaustif, notamment en termes d'oiseaux. Donc il y a différents groupes taxonomiques, comme les oiseaux c'est un groupe taxonomique. Qui sont pris en compte. En général, on fait les oiseaux, les libellules, les orthoptères, donc criquets, sauterelles, les reptiles et amphibiens, les mammifères, voilà. Globalement, un peu de la flore aussi, les habitats présents. Donc ça, c'est vraiment ce qui va nous constituer les enjeux du territoire. Et donc ça, on le fait sur une année. Et après, à la fin de cette année, ça aboutit à des propositions, disons, c'est pas des préconisations, c'est plutôt des propositions qu'on va discuter avec les agriculteurs, qui va aboutir après éventuellement à des actions ou à des changements de pratiques. Donc après ce suivi, il peut être donc cet état des lieux, il se fait sur une année, mais ensuite l'accompagnement avec les agriculteurs, il peut se faire sur plusieurs années. Donc le parcellaire de la ferme, c'est tout d'un seul tenant. En fin de compte, on a 2 grands blocs. Les parcelles sont délimitées par des fossés ou par des clôtures. Les parcellaires vont de 2 hectares à 12 hectares. 12 hectares, on a déjà planté en travers pour rendre la parcelle moins grande, et comme ça on peut mieux gérer, faire le pâturage tournant, pas tournant dynamique, mais qu'on puisse bien tourner avec les animaux. Et les terres, en fin de compte, nous sommes adossés à la forêt d'Agneau au sud, derrière chez nous. Et le long de la forêt, c'est des terres de forêt, en fin de compte, c'est argileux, limoneux, sablonneux, c'est très varié. Et tout à fait au fond de la vallée, parce que la vallée fait quand même à peu près 2 km de long, c'est beaucoup de la terre forte, argileuse. Et sur ces terrains-là, on n'a que des prairies permanentes. Et ça fonctionne très bien. Donc presque toujours pâturé, mais par alternance naturellement. On ne laisse pas les vaches tout le temps sur la même place.
pour bien gérer le pâturage. Et comme cette année, il avait quand même beaucoup plu, il y a eu un peu de refus, ils ne pouvaient pas mettre tous les animaux, on a mulché tous les restes, comme ça c'est toujours bien propre aussi à cause des parasites. Et le fond de la vallée, donc on a un petit cours d'eau, le Librebar, tout ce long de Librebar, on fait de la culture céréalière, quoi. À la PAC, on a 35 hectares de culture. Donc là, on cultive, donc on a commencé pour cultiver autre chose, de l'épeautre, déjà il y a presque une dizaine d'années. Un épeautre ancien. Un épeautre ancien, oui, il faut bien préciser. Et du métail complexe, c'est-à-dire triticale, pois, vesse, un peu d'avoine, du seigle et de l'épeautre, voilà. Et ça, c'est ou bien quand on condense un peu plus les légumineuses dans ce mélange, c'est pour récolter en verre, donc en enrubanage, ou on met un peu moins de légumineuses, c'est ce qu'on est en train de semer en ce moment, c'est pour récolter en grains. Et donc récolter en grains, les jeunes animaux mangent donc de ce mélange complexe, c'est très bien équilibré. Vu qu'on donne aux ces jeunes animaux, donc les broutards, c'est-à-dire à partir de 6 mois d'âge qu'on commence à nourrir jusqu'à 2 ans d'âge, je dirais, ils reçoivent de la prairie, de l'ensilage d'herbe première coupe, ou éventuellement deuxième coupe, mais toujours de la très bonne qualité, et ça c'est plutôt du temporaire. Donc dans les cultures, on a de l'épeautre avant tout, du métail. Là, on implante aussi un peu de blé parce qu'on a un meunier qui nous achète le blé à un tarif très, très correct. Mais c'est des blés anciens en mélange. Hein. Oui, des blés rustiques. En mélange, 4 variétés en mélange. Voilà. Et donc, pour alterner aussi avec la rotation des cultures, on a aussi des temporaires. Donc, des fois, on implante de la luzerne ou du raigras, on n'aime plus trop parce que ça prolifère de trop, ou du trèfle violet. Mois. Et oui, en interculture, on a fait du mois, millet et puis trèfle d'Alexandrie. Ça, on a implanté cette année parce que c'était tellement mouillé au printemps. On avait implanté du maïs et du tournesol. Et le lendemain, on avait 140 mm. Tout était sous l'eau, tout était noyé, quoi. Bon, ne nous échappons pas trop vite. Donc, sur la butte du village, c'est très sablonneux et sable-gravier. Hein. Donc, c'est très sec. Là aussi, on laisse prairie permanente, on laisse beaucoup les vaches pâturer et on met tous les ans une trentaine de tonnes de compost par hectare, compost donc plaquet de bois aussi, et c'est des terrains qui sont très bien enrichis pour la pousse de l'herbe, c'est extra. Donc on a 120 hectares de prairie permanente qu'on n'y touche jamais, donc ça reste permanent. Tout est presque toujours pâturé, donc le pâturage, c'est pour une prairie, c'est très important, elle enrichit énormément la prairie. Ce que la vache, elle mange, elle exporte presque plus en nutriments. Donc les prairies sont très riches. On met un peu de compost peut-être tous les 2-3 ans, pas plus. C'est tellement autonome, quoi. Alors on a généralement une vingtaine d'hectares en luzerne et puis en prairie temporaire. Et puis le reste c'est en culture. Et ce qu'on a encore, c'est un peu des terres, un peu à 2 km, 3 km, quelques pâtures, quelques terres prairies permanentes qu'on fauche 2 fois par an, c'est tout. Oui. En fait, Ernest et sa famille n'ont jamais détruit les ripisylves, par exemple, et beaucoup de haies. Simplement, il les taillait, par exemple, au carré. Et quand je suis arrivée, j'ai dit, écoute, on va laisser pousser tout ça. Et donc, ce sont des haies qui font le tour des parcelles. C'est un système bocager en soi qu'on enrichit. Et donc, on comble des espaces vides, par exemple. On replante aussi beaucoup de haies. On a en tout une douzaine de kilomètres de haies aujourd'hui. Et je pense que dans tout ça, il y a à peu près 7-8 kilomètres de haies anciennes et ripisylves. Et puis, le reste sont vraiment des petites haies jeunes qu'on a laissées pousser et des haies nouvelles qu'on a plantées. On doit être à peu près à 2 kilomètres et quelques de haies nouvelles plantées tout récemment. Et voilà, ça fait beaucoup de travail quand même de planter des haies. Et je milite fermement pour la conservation des haies anciennes et leur jardinage. Voilà, je pense qu'il faut effectivement jardiner les haies. Nous, nos ripisylves, en fait, on les entretient. Ce sont des bois blancs, donc du saule, de l'aulne, du frêne, des choses comme ça. Donc ripisylve, haies de bord de rivière. Hein.
Et ces arbres, en fait, on les taille en tétard, par exemple. On va nourrir les vaches avec. Ce qu'elles ne mangent pas est empilé en tas, ça sèche un an, on le broie, on s'en sert de litière. Ça, c'est vraiment pour les grands arbres, les haies grandes. Puis aussi, on a l'épine dorsale du domaine, c'est ce que j'appelle une haie conservatoire, à laquelle on ne touche pas, qui sert de porte-graines. Et à partir de là, les oiseaux ressèment un peu partout des haies spontanées sur le domaine. Cette haie conservatoire, elle est très, très emblématique. Elle est vraiment magnifique, extrêmement biodiversifiée. On y tient beaucoup, on n'y touche pas. Et puis, nous avons aussi 6 petites réserves naturelles, je les appelle comme ça sur le domaine, des petites zones boisées auxquelles on ne touche pas non plus. Ce sont des zones à problème, par exemple, voilà, le long de la voie ferrée, une espèce de tas de cailloux qu'on a laissé s'embroussailler, qu'on a fermé. C'est une petite, voilà, une petite friche caillouteuse et sèche. Le fond de la vallée aussi qui est très humide, on a fermé aussi. Parce que les vaches y allaient, elles attrapaient la douve et des parasites, comme dans tout milieu très humide. Donc on a préféré fermer en disant qu'on allait récolter là du bois. Et les saules se sont installés spontanément, la lisière a grandi et ça s'enforeste tout seul finalement. C'est des petites zones à problème comme ça qu'on a fermées. Et ça aussi, ce sont des porte-graines, des réservoirs de biodiversité sur le domaine qu'on va jardiner de différentes manières, voilà. La production principale, c'était toujours la vache charolaise et spécialement en sélection, donc Yerbouc charolais. Et donc ça, on a commencé à développer dans les années 1970. Mon père était déjà assez précurseur, comme on n'est pas loin de l'Allemagne, il a prospecté tout doucement en Allemagne. Et puis ben voilà, on a développé, j'ai développé cette sélection. Et on a vendu un peu dans tous les coins de l'Allemagne, en Autriche aussi. Et puis à un moment donné, quand le mur de l'Est est tombé en Allemagne de l'Est, et en 2004, je me suis fortement intéressé à aller dans les pays baltes. Toujours de mes propres forces, sans association, sans personne. Et je creusais de fond en comble les pays baltes. La Lituanie, la Lettonie, un peu l'Estonie. Et puis en 1995, l'Autriche est rentrée dans le marché commun, j'ai fait pareil. Et donc le Covid, ça a fait baisser un peu tout ça, mais aujourd'hui on se concentre un peu plus chez nous. Mais voilà, c'était une belle période d'expansion. La production principale sont des animaux quand même de reproduction, de sélection avec un pédigré, une traçabilité. Ernest peut vous réciter l'arbre généalogique d'une de ces vaches jusqu'à 20 générations en arrière. Hein. C'est vraiment le cœur du métier de la ferme. Le cœur du métier de la ferme. C'est pour ça aussi que c'est pas facile de la transmettre. Parce que ce travail de génétique, on est très peu en Alsace du Nord en particulier à le faire. Et ben voilà, c'est un autre métier en fait. Mais il fallait, pour passer en bio, en parlant de moi, il fallait une très bonne formation pré-bio. Oui. Et cette formation pré-bio, grâce à Corinne, j'ai complètement bien compris tout le système. Et aujourd'hui, la bio, pour moi, il n'y a pas plus simple. Après, il faut travailler, il faut s'adapter à la météo, etc. Il faut être méticuleux. Comme dans tout travail, si on le fait bien. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est rapproché de l'ALPO et qu'on cherche un label pour montrer que cette agriculture proche de la nature, proche des écosystèmes, c'est pas très compliqué et qu'on est bien accompagné. On y tenait beaucoup, hein, parce qu'on est assez ignorant. On connaît. Moi, je suis un peu naturaliste, mais on est assez ignorant. Moi, quand il me parle de sonneur à ventre jaune, je sais que c'est un crapaud, j'en ai jamais vu. Mais ça me fait plaisir qu'un jour, Arthur est venu, il m'a dit, on a du sonneur à ventre jaune sur le domaine. Oh, espèce protégée, trop bien. Il faut savoir aussi que toute la vallée est classée Natura 2000 et le haut du village aussi, pour ces zones humides et pour la protection des oiseaux dans la vallée. Donc, Milan noir, Milan royal, Pigrièche écorcheur et Bondrée à pivot. Et puis sur le haut de la vallée aussi, enfin le haut du domaine, puis ça fait un grand fer à cheval. On est aussi classé Natura 2000, ce sont aussi des sols plutôt sablonneux avec des zones humides. On est classé pour les zones humides et on y trouve un papillon très très rare, l'azuré de la sanguisorbe.
Et là, on va prendre en charge le pré où fleurissent cette sanguisorbe. Et on va gérer ça. Voilà, on est très heureux finalement de contribuer comme ça à la protection d'espèces menacées inscrites au niveau national et européen, quoi. Alors, les étapes qu'on a dû franchir, d'abord, il fallait former Ernest pendant 2 ans, le sensibiliser, parce que pour lui, la bio, ben, comme beaucoup d'agriculteurs, c'est un monde étranger, ça fait un peu peur, hein. Et donc, voilà, c'était une formation déjà de 2 ans. Et puis, je suis rentrée là-dedans par mon métier de maître composteur, par le compostage du fumier de la ferme. Ça a été la toute première étape pour gagner en crédibilité, parce qu'on s'est rendu compte que ben, les sangliers venaient chez nous dévaster nos prairies. Bah oui, parce qu'on étalait du fumier, comme ils sortaient de l'étable, reposait un petit peu, mais refroidi. Mais ça grouillait de verre. En fait, bien sûr, on leur mettait la table et ils venaient chez nous faire des dégâts. Et donc, j'ai convaincu Ernest, écoute, on devrait le composter, il serait chaud, il y aurait plus de verre, il serait redescendu dans le sol, certes, mais enfin, voilà. Et on aurait moins de dégâts de sanglier. Et donc, on a résolu, enfin, ça a été la première étape pour que je gagne en crédibilité par rapport à la bio et à l'agroforesterie. Et ben, on a changé d'équipe de chasseurs aussi pour qu'ils soient un peu plus efficaces. Mais enfin bref, on a combiné. C'est toujours les solutions, elles sont toujours multiples, hein. Après, on a commencé à cultiver le méteil et l'épeautre. On a commencé par l'épeautre. Et je savais que l'épeautre contenait beaucoup de vitamine B9, l'acide folique, qui est la vitamine de la fécondité, et qu'elle développait un excellent système digestif chez les veaux. Et donc, on est allé chercher un peu d'épeautre bio, on a fait nos semences et on ressème maintenant chaque année notre épeautre ancien. Ça aussi, Ernest, il a fallu lui montrer que c'était possible, faisable, que ça marchait. Et l'année où on a introduit l'épeautre, ben, on a eu 12 paires de jumeaux. D'habitude, on en a 6 ou 7, mettons, mais là, 12 d'un coup, on n'a plus arrêté d'acheter des vaches laitières de réforme pour allaiter les jumeaux. Enfin, c'était assez spectaculaire. Moi, ça m'a fait chaud, car je me disais, ah, ça marche, ça marche. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé vraiment le travail au corps avec cette agroforesterie, après avoir gagné un peu en crédibilité, parce que, vous savez, la bio, ça fait peur, hein. Et donc, je lui parlais de litière plaquée de bois, et tout, et que c'est bien, et que ça se fait ailleurs et tout. Et on a commencé vraiment à faire ça en 2000, les années de sécheresse, là. D'abord, on a commencé à tailler les haies de saules, notamment buissonnants, qui sont très envahissants. En France et en Alsace en particulier, on a 70 variétés de saules et de peupliers, hein. Donc, on a le choix. Et nous, dans nos haies, on a des saules buissonnants qui s'élargissent vite. Donc, la première des choses, ça a été de tailler ça et de nourrir nos bêtes avec. En période de sécheresse, on avait encore beaucoup d'animaux. Et Ernest vous le dira, mais je crois que ça a vraiment sauvé la mise, hein. Et le fourrage est devenu très cher, hein, ces années-là, hein. Donc voilà, gagner en fourrage, mais là on y est allé vraiment, Ernest vous dira. Et puis après, bah, la litière plaquée de bois, c'est venu après. Un jour, il a fallu prendre la tronçonneuse, vraiment, et commencer à retailler des saules têtards et commencer à tailler des arbres. Et ça, je pouvais pas le faire parce que je suis une femme et que je sais pas utiliser une tronçonneuse. Et c'est son fils qui s'est dit, bon allez, on y va, on le fait. Il était au courant, c'était bon. Et c'est son fils qui a franchi le pas. Et depuis, ben, on pratique la litière plaquée de bois avec assiduité. Alors, ce qu'on taille chez nous, on le fait souvent et très souvent et de manière privilégiée quand on doit changer les poteaux et les barbelés. Quand on doit refaire une clôture, parce que les poteaux pourrissent, les barbelés rouillent, les vaches passent. Et donc derrière, on jardine nos haies. Voilà. Et quand on est fatigué, qu'on a changé notre clôture et qu'on est en période de vélage, c'est l'hiver, ben on arrête. Et puis on achète le restant du bois broyé qu'on nous livre à la ferme directement en camion de 30 tonnes. À un prix qui est vraiment très 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 intéressant. Chez nous, la plaquette de bois livrée, mais c'est de la plaquette de bois sélectionnée. Le gars qui nous le broie, il sait, il faut que ce soit propre, pas de métal, pas de plastique, pas de corps étranger pour nos vaches. Voilà, donc il faut que ce soit un lot de bois très propre, une commune qui a taillé une ripisylve ou bien une cour d'école ou quelque chose comme ça, des platanes qu'on a taillés à droite à gauche dans une commune par exemple. Il nous fait un lot. Et il nous prévient, écoute, j'ai un lot de bois très propre, est-ce que ça t'intéresse? Et Ernest dit oui, en principe, on est trop content. Et il nous le livre broyé.
Et c'est ça qui fait quand même les 3/4 de notre tas de broyats qu'on utilise chaque année. Faire du bois, c'est quand même un programme supplémentaire de travail de l'année. Et c'est une période assez précise parce qu'on n'a pas le droit de couper entre le 15 mars et le 15 août. Après le 15 août, on peut couper. Et c'est là, surtout quand, généralement c'est là qu'il fait sec. Et on pourrait nourrir les vaches, mais bon, nourrir les vaches, il faudrait les nourrir, un troupeau qui n'a pas beaucoup d'herbe à manger, il faudrait les nourrir 2 fois par semaine. Pas tous les jours, parce que tous les jours elles n'ont pas envie, mais 2 fois par semaine, elles s'y jettent dessus, et puis après elles reviennent, et puis ça les alimente pas mal, et puis pas mal de minéraux, et aussi vermifuges. On a des très très bons résultats avec les animaux en parasites, on a de moins en moins de parasites, même cette année avec toute l'humidité, toute l'eau qu'on avait, on a fait des copros, on a fait des analyses, étonnamment il y a presque rien. Ça c'est très très positif. Mais ce que je voudrais aussi rajouter tout de suite par là, plus de pesticides sur tout le domaine. Pesticides, c'est tueur. Ni engrais chimiques. Ni engrais chimiques. Tout ce qui est, on reste parfaitement dans le naturel parce que la nature, elle sait parfaitement bien s'équilibrer. Il faut juste mettre les bons leviers en place. Comme les haies bocagères qu'on a en place partout, etc. C'est peut-être un peu subtil, mais si on réfléchit un peu, et d'après tout ce qu'on a appris au fil du temps, aussi avec Hervé Covès, une haie, elle crée quand même de l'influence sur le terrain jusqu'à 150 mètres. Donc si vous avez une haie tous les 300 mètres, mais là on a des terrains, on a une haie tous les 150 mètres, celle-là la plus grande, elle a 250 mètres, autrement on a des haies toujours à 100, 150 mètres. Donc ça fait beaucoup d'influence avec tous les auxiliaires qui vivent là-dedans. Hein. Et puis on a surtout des haies qui sont très à différents étages, c'est pas des haies monotones, c'est naturel. Le long du cours d'eau, il y a des grands arbres, des petits arbres. Le long des fossés, il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais il y a des haies de toutes sortes de haies. Et tout ça, ça fait un équilibre, ça donne un équilibre. En principe, chez nous, les animaux sont lâchés autour du 5-10 avril. Et on commence à rentrer les jeunes animaux, donc les broutards qui ont 7, 8, 9 mois d'âge, ils sont sevrés des mères. La période d'élevage, c'est de décembre à mars, avril. Et donc ils sont sevrés des mères les premiers fin septembre. Octobre, là, on a sevré pas mal. Et puis on sèvre au mois de novembre. Donc ces animaux, ils sont rentrés pour pouvoir les alimenter pour leur ration de jeunes animaux. Donc là, ils reçoivent un mélange de métail et puis de la très bonne herbe première coupe préfanée ou du bon foin. Et les vaches, ça reste dehors, comme on a des terrains assez secs. On peut les laisser dehors jusqu'à mi-novembre. On peut les alimenter dehors avec des râteliers sans problème. Et puis normalement, tout le bétail rentre. Donc la période hivernale, grosso modo, c'est à peu près 5 mois pour le gros des vaches. Les jeunes animaux, ça rentrait un peu plus longtemps. Et donc l'alimentation, en été, s'il y a de l'herbe, c'est que des prairies permanentes, que de l'herbe. Et dès qu'il faut, on n'hésite pas à ramener une botte d'ensilage d'herbe ou une botte de foin. Dès qu'il faut ajuster un peu la ration, comme là cet automne, on nourrit du foin parce qu'on a beaucoup de foin cette année, mais de très moyenne qualité. Et donc on leur donne du foin, comme ça ils peuvent manger encore de l'herbe et grignoter du foin. Et en hiver, en fin de compte, on nourrit première coupe de temporaire, deuxième coupe, troisième coupe, prairie permanente, première coupe, aussi peut-être de l'emballage, parce qu'on a tout en système balle ronde. Et puis deuxième coupe, ou première coupe un peu plus tardive, c'est du foin première coupe, du foin deuxième coupe, troisième coupe. Donc on a 10-15 sortes de fourrage, enrubanné et sec. Et tout ça, c'est bien stocké. Comme ça, en hiver, on pique dans chaque tas comme on a envie, d'après les catégories d'animaux et d'après les catégories de vaches qui sont encore gestantes ou les vaches qui ont vélé. Après vélage, on leur donne plus de la nourriture plus riche, quoi. Mais avec l'enrubanage, c'est vrai, il y a le problème du plastique. Bon, on a une société pas loin d'ici qui collecte ça, mais bon, après, ça part quand même, c'est quand même du plastique. Mais autrement, tout est en système balle ronde. Et ce qu'il y a avec l'enrubanage, on peut récolter aujourd'hui, demain, après-demain, dans un mois, dans 3 mois, etc. On peut toujours récolter au fur et à mesure. Si vous avez un silo, il faut faire une grosse quantité en même temps. Ça, c'est juste au printemps. Après, de toute façon, il faut enrubaner. Parce que des fois, une lucarne, de la météo qui n'est pas trop stable, hop, on fauche 5 hectares, on va l'enrubaner au lieu de faire du sec. Alors, s'il faut toujours faire un silo, c'est un peu trop compliqué. Et puis, il faut dire aussi que les vaches, quand on les lâche, bien sûr, elles mangent de l'herbe, mais la première des choses qu'elles vont manger, c'est les branches qui dépassent de là, et ce sont nos vaches qui taillent les haies. Hein.
et qui se grignotent comme ça leur parasol et leur parapluie. Et ça les reminéralise après l'hiver, elles en consomment beaucoup. Hein. On n'a aucun problème de taille de haie chez nous dans les pâturages, hein, aucun. Et ça ne nuit pas à la nidification des oiseaux non plus, parce que tout est contenu derrière des clôtures embarbelées. Et donc elles ne rentrent pas dans les haies, hein. Elles ne peuvent pas rentrer et détruire les haies ou comme ça. Ouais. Donc les haies, elles font une largeur, les haies le long de la fossée, elles font une largeur de 3-4 mètres. Après, on a une haie au fond de la vallée, c'est le long d'une clôture en fin de compte, elle s'est développée toute seule, on a encore plantée dans les endroits vides. Là, elle fait 1 mètre, 1,50 m de large. Il y a vraiment tout, c'est pas très défini, c'est comme ça nous arrange d'après les animaux, d'après la culture qu'on a en face. Puis on rajoute dedans, dans les ronciers, il y a des chênes qui viennent spontanément. On dit la ronce est le berceau du chêne, c'est vrai, hein, on le vérifie. Et puis on rajoute aussi des tilleuls, des merisiers à grappes que j'adore, d'autres grands arbres. On a un projet avec la LPO de planter aussi des fruitiers sauvages, hein, pommiers, poiriers, cormiers. Voilà, ça va être un peu de densifier, d'enrichir des haies pour la biodiversité, puis ça fera du bois d'œuvre, je ne sais pas, dans 70 ans peut-être, ou 80, mais d'ici là, les haies se seront bien étoffées, et puis les oiseaux et les animaux auront eu bien à manger, et l'idée, elle est là, c'est, en fait, on crée de la biodiversité intelligente, quoi, quelque part. Ça sert de fourrage, ça fera un jour du bois d'œuvre, mais pas du bois pour faire des palettes, quoi. Ça sera du bois d'ébénisterie et un tilleul, ça vit 1000 ans, hein, donc on a le temps. Mais on travaille vraiment à long terme là-dessus, quoi, et on laisse la nature faire son travail. C'est l'idée quand même. Et tout en ayant une ferme de production. On produit quand même des animaux de très bon niveau, avec un très bon fourrage. Ça peut cohabiter, les vaches, de toute façon ce sont des animaux, ça cohabite très bien avec les haies, avec les oiseaux, tout ça, ça cohabite très bien. On a vraiment visé l'autonomie alimentaire du troupeau, c'est notre objectif premier. On va vendre que des excédents et notre production qui sont donc des vaches vivantes et qui feront 12, 13, 14 veaux chez nos clients. Mais nos animaux à nous ne seront pas abattus, on va dire dans les médias, on vend vraiment des animaux de reproduction. Et puis l'autonomie fourragère, c'était notre objectif. C'est pour ça qu'on cultive ce métail complexe, cet épeautre, des prairies permanentes, qu'on fauche, là en Allemagne notamment, ces prairies Natura 2000, qui n'ont pas reçu d'engrais depuis plus de 30 ans, plus de compost, plus rien. C'est une mer de fleurs hein, qu'on fauche. Et c'est extraordinaire. On fait 2 fauches, donc chaque fois, après chaque floraison, la floraison de printemps, la floraison d'automne, ça sent la tisane de bonne santé quand on déroule ça. Et les vaches, elles adorent, pas trop, mais le dimanche par exemple, j'aime bien nourrir les vaches avec ça. C'est un petit peu un jour de fête, c'est comme un gâteau. Alors, elles trient. Mais oui, l'autonomie alimentaire du fourrage, du troupeau, c'est important. Il y a de l'enrubané, première coupe, deuxième coupe, machin. Prairie Natura 2000, nos céréales, tout en bio. C'était notre objectif. Après, on vend, oui, ces blés anciens en mélange là. On vend, ma foi, du maïs si on en fait. Longtemps, on n'en a pas fait. Et puis, les agriculteurs se moquaient un peu de nous en disant « Ouais, mais en Alsace, il faut faire du maïs, quoi, quand même. Il faut être sérieux. » Alors bon, ok, d'accord, on vous en fait. Et on a mis notre compost et on a fait pousser ce maïs. C'est une variété adaptée à la bio. On a eu un maïs magnifique, magnifique, avec de très bons rendements, quoi, hein. On est au top des rendements de la bio. Pareil sur le blé, pareil sur le colza, sont des variétés adaptées, mais ça marche vraiment bien, quoi, hein, sans problème, avec ce compost agroforestier en même temps. Hein. Là, il faut mettre 30 tonnes hectares, 35. Pour moi, de tout temps, déjà tout jeune, c'était toujours important de nourrir les animaux variés. C'est comme pour nous humains, se nourrir varié, c'est primordial. Rien de mono, varié, donc un peu de tout. Ça demande juste un peu plus de réflexion quand on nourrit des groupes d'animaux, etc. Mais aujourd'hui, avec un télescopique, avec les balles rondes, on avait fut un temps une mélangeuse même, tout ça, c'est bien faisable. Ça demande un peu plus de temps, un peu plus de réflexion. Mais les résultats sont très parlants et puis c'est très bien pour notre mental et pour aussi le mental des vaches, en fin de compte.
Le télescopique, c'est quand même un outil qui est important dans une ferme et même pour l'agroforesterie. Je précise, c'est que quand on nourrit nos vaches avec ces saules buissonnants là, saule cendré, qu'est-ce qu'il y a, voilà, saule marceau, ces saules-là, voilà, dès qu'ils touchent leur sol, ils repartent. Donc nous, on taille à la base, on fait la tête sur le sol, on taille bien, on laisse la souche et le réseau racinaire, ça repart très vite. 6, 7, 8 ans après, vous en avez de nouveau autant. Hein. C'est des fontaines à bois. Hein. Les saules têtards et les saules buissonnants, c'est incroyable. Et donc on coupe en bas, mais en même temps, Ernest les attrape par le haut avec le télescopique et il les pose dans le pré pour les vaches qui sont là, ou alors dans une remorque pour des vaches qui sont dans un autre pré. Mais c'est très facile à faire, quoi. En fait, on attrape le buisson par le haut et on le met dans la remorque. Alors, elle a l'air tout ébouriffée, mais ça fait rien, c'est pas grave. Et on le dépose après dans le pré, les vaches mangent ça, ça marche très bien. Le télescopique, c'est vraiment un bon outil. Je veux dire, les agriculteurs n'ont pas besoin d'outils spécifiques pour faire de l'agroforesterie dans notre système. Ils utilisent les machines qu'ils ont, les remorques qu'ils ont. Bon, il faut une tronçonneuse, il faut savoir tronçonner. Et si tu ne sais pas, eh ben, ou tu apprends, tu te formes, ou tu fais venir une entreprise de bûcheronnage qui va te faire les choses les plus difficiles. Voilà. À partir du 15 mars, on ne touche plus rien jusqu'au 15 août. Donc cette période-là, on n'y touche pas. On peut s'occuper un peu de nettoyage des haies, de nettoyer, enfin oui, ces haies sont un peu trop enherbées. Il faut du temps, pour ça. Ça, c'est un joli travail de retraité. En fait, à partir du 15 août, quand la sève descend, on peut tailler les saules buissonnants et commencer à nourrir les vaches, parce qu'en même temps, l'herbe ne pousse plus dans les prés. Hein. C'est là qu'on commence à être en déficit sur les prairies, surtout s'il fait chaud et sec. Et donc, à partir du 15 août, on commence à tailler, à enlever les barbelés, les poteaux, etc. On commence à refaire les choses. On nourrit les vaches avec. Et ce qu'elles ne mangeront pas, on va les mettre en tas. Enfin, elles mangent tout, hein, les petites brindilles fines, les feuilles, elles passent l'aspirateur. Hein. Elles soulèvent les branches avec les cornes, elles passent vraiment, il ne reste pas une feuille. Hein. Bon, après, on entasse tout ça et puis on va le laisser sécher en plein air jusqu'à l'automne d'après. Donc jusqu'à octobre l'année suivante, novembre. Et puis là, on va faire venir un broyeur mobile qui va broyer alors toutes ces branches, plus celles qu'on aura taillées en hiver. Voilà. Et c'est comme ça. Et c'est notre rythme d'entretien. Donc si possible en automne. Oui, comme dit, mais s'il n'y a pas assez de main-d'œuvre ou quand il n'y a pas assez de météo, de lumière de météo, on ne peut pas trop faire. Comme cette année, c'est beaucoup trop mouillé, donc rentrer avec les engins dans les pâtures, dans les champs pour couper le bois, c'est compliqué. Et puis sinon, des fois, février, mars, on fait encore des grosses coupes qu'on ait du bois pour l'automne à broyer, quoi. Oui, et puis on plante. C'est aussi la saison de plantation, c'est tard dans l'hiver, début du printemps, en principe, c'est là qu'on a le temps, enfin, et l'occasion de faire. Il y a quand même un point essentiel, Voilà. Il faut être persuadé de ce joli travail, alors on fait. Si vous n'êtes pas persuadé, parce que c'est quand même un travail supplémentaire, un programme de travail supplémentaire, de temps supplémentaire, on ne le fait pas. Je voudrais juste rajouter quand même quelque chose de tout ce qu'on a raconté maintenant sur la ferme, sur la biodiversité, sur les haies, sur les arbres. Il y a quand même chez moi un déclic qui s'est fait quand Corinne est venue. J'ai aussi remarqué que naturellement, il y a de moins en moins d'oiseaux, d'insectes. Il y a quand même une grosse souffrance de ce côté-là. Il y a quand même 70% des insectes en moyenne qui ont disparu en 50 ans. C'est de la folie. 50 ans. Moi, j'ai 67 ans. Je me rappelle quand j'avais 6, 7 ans, 8 ans, dans le Korsberg, on attrapait les hamsters parce qu'il y en avait tellement, ça puait des hamsters. On cueillait des escargots de Bourgogne parce qu'il y en avait tellement. Il y avait une coopérative qui achetait les escargots de Bourgogne. Et ainsi de suite, des pinces-oreilles, quand on moissonnait, ça sentait bon, la moisson, des grains, je me rappelle encore aujourd'hui. Et tout ça, ça a disparu, Donc j'ai dit, là, il faut arrêter, c'est fini. On change de cap, je veux retrouver à nouveau un peu cette nature dans le temps. Naturellement, il y a des choses qui reviendront plus si facilement. Si on voit par exemple les hirondelles, elles peinent à revenir, beaucoup en nombre. Et comme ça, il y a plein d'autres espèces. Mais quand on laisse la nature au repos, quand on laisse sur un grand domaine comme ça, et surtout qu'on est entouré de 2/3 par la forêt, donc il n'y a pas de voisins avec des pesticides, rien du tout. Et s'il y a d'autres voisins qui utilisent encore des pesticides dans une grande haie qui sépare,
Donc vous pouvez quand même déjà faire du joli travail. Et puis il y a le renard qui nous débarrasse aussi des mulots. Ça, il faut le savoir, il joue un rôle très très important. Hein. Et il circule dans les. Hein. Donc voilà, on a des chouettes qui chantent là la nuit en ce moment. Hein. Chouette Hulotte, je pense, hein, Hulotte, voilà. Et elle aussi, elle mange, elle nous débarrasse des souris, des rongeurs. Quand il y a un renard qui tourne autour de la grange, surtout, les chasseurs, je leur interdis d'y toucher parce qu'ils n'ont pas peur des rats, les renards. Donc, dans une ferme, un renard, c'est utile. Ça mange les souris, ça n'a pas peur des rats. Enfin, tous ces animaux nous aident. Ce sont vraiment des auxiliaires, quoi. Hein. Tous ces oiseaux insectivores, voilà, qui nettoient nos tournesols et tout ça, etc. Eh bien, c'est bien, tant mieux, on coopère. L'idée, c'est de re-rentrer de nouveau dans une coopération avec la nature. Et les haies et l'arbre, c'est leur habitat. C'est là qu'ils vont vraiment trouver leur nourriture. Les oiseaux frugivores, voilà, que voulez-vous qu'ils mangent? Ils mangent des baies, des haies, quoi. Voilà. Et puis après, ils mangent des insectes. Et c'est bien, c'est chouette, ça nous aide. Petite belle anecdote. Il y avait un renard qui avait donc toute des petits. Une renarde. Renarde, qui avait des petits, là, 5, 6, un soir. On les a vus jouer, là, juste sous le platane, près du biotope. Oui. Et un soir aussi, je les vois venir près des bâtiments, là, à 30 mètres. Et pourtant, on a une douzaine de poules qui se baladent toute la journée là. Et il les entend sûrement. Hein. Les poules, elles rentrent le soir, mais rien. Bon, pas une ça poule. veut dire qu'il a assez à manger dans son biotope. Ils ont assez à manger. Oui, alors que moi je suis arrivé sur la ferme, alors je ne l'ai pas découverte véritablement, mais effectivement quand Corinne m'a donné le parcellaire et que j'ai pu un peu parcourir l'étendue, parce que 180 hectares, effectivement c'est assez grand, et notamment avec toutes ces haies, ces prairies. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui avaient été déjà découvertes. Donc nous, on a une base de données en ligne avec des données de nombreux bénévoles qui passent aussi sur la ferme, hein, puisque effectivement, c'est un petit peu un joyau de biodiversité ici. Hein, je pense qu'on l'a à peu près compris. Après, on a fait quand même des découvertes et, en termes d'espèces, mais aussi en termes de nombre d'individus par espèce. Et c'est ça qui est assez fascinant parce qu'au final, la liste des espèces, c'est des espèces des milieux agricoles qui peuvent être présentes aussi dans des milieux qui sont relativement dégradés. Alors quand ils sont totalement dégradés, il n'y a plus rien, ça c'est clair. Mais par contre, en termes de nombre de couples à la surface, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Après, dans les espèces vraiment typiques, il y a le bruant jaune, il y a la fauvette grisette, il y a le bruant broyé. On a parlé de... Voilà, donc ça, c'est vraiment des espèces qui vont être sur les haies. La piligrèche écorcheur aussi, on en a parlé. C'est des espèces qui ont besoin de haies pour pouvoir nicher, pour pouvoir se reproduire, pour pouvoir se cacher aussi, mais qui ont besoin aussi d'alimentation autour. Donc c'est le gîte et le couvert. C'est pour ça que les prairies sont très intéressantes pour ces espèces-là aussi, dans lesquelles ils vont chercher de l'alimentation, principalement des insectes, notamment pendant la période de reproduction, et qui vont ensuite se percher dans les haies et y construire leur nid. Donc autre que les oiseaux, donc il y a le sonneur à ventre jaune dont parlait Corinne tout à l'heure. Donc ça c'est aussi une espèce assez intéressante hein, qui est vraiment localisée, en tout cas en Alsace, il n'y en a pas partout. Ouais, donc c'est un crapaud qui va utiliser les zones humides et les mares notamment qui sont conservées ici. Ça c'est très intéressant, mais au-delà des espèces que j'ai pu découvrir ici, c'est aussi le lien avec le vivant que Ernest et Corinne peuvent avoir ici, qui est peu commun et qui est assez plaisant pour nous découvrir. Je pense que c'est ça la véritable découverte que j'ai pu avoir ici. Et effectivement, le fait de laisser de la place à la nature, enfin à la nature si on l'oppose un petit peu à la culture, donc là à l'humain, on peut se poser cette question aussi de vouloir l'opposer ou pas. Mais ici, c'est vraiment le fait de partager l'espace avec les autres êtres vivants, alors qui peuvent nous faciliter la tâche. Parfois, c'est l'inverse qui se passe, mais ça crée une espèce d'équilibre dynamique qui a besoin justement d'être accepté en fait par les agriculteurs. En fait, du coup, ce qui se pratique ici, c'est effectivement ce qu'on préconise en règle générale. Donc, dans la gestion des haies, on peut avoir aussi de la libre évolution de haies qui n'est pas gérée du tout. Ça dépend du contexte. En grande culture, ça nécessite quand même une gestion. Quand c'est le cas de l'élevage, donc Corinne le disait, il y a les vaches qui vont déjà faire de la gestion au niveau latéral. Après, ce qui est préconisé, c'est ce qu'on appelle du recépage sélectif alternant. Donc j'explique, le recépage, c'est le fait de recéper, ça peut être différents niveaux, ça peut être au niveau du sol, 15 cm du sol, ou alors carrément des arbres têtards qui peuvent être à différentes hauteurs.
Donc ça c'est le recépage. Sélectif, ça veut dire qu'on va le faire sur certains arbres, donc on ne va pas faire toute la haie d'un coup, on va prendre quelques arbres en conservant des éléments à forte naturalité, des arbres morts, des arbres de haut jet, des arbres d'avenir qu'on va vouloir éventuellement valoriser comme du bois d'œuvre. Et alternance, ça veut dire que sur des longs linéaires, on ne va pas faire toute la haie, une année, quoi. On va en faire une partie une année, une autre partie l'année suivante ou 2 ans après, etc. Et ainsi de suite. Et ça permet justement de varier les strates, donc arbres, arbustes, buissons et aussi l'ourlet herbeux. Là, on est en contexte d'herbe beaucoup, donc on n'a pas forcément besoin de porter attention à l'ourlet herbeux, mais une haie en contexte de grande culture, c'est les arbres et la végétation herbacée à son pied. Donc 1 mètre, 2 mètres de part et d'autre de la haie, et ça constitue la haie en termes de biodiversité. S'il n'y a pas cet élément herbeux, c'est une haie incomplète. Donc je parlais justement de la pigrèche qui va chercher de l'alimentation, elle va pouvoir chercher aussi à ce niveau-là. Donc c'est un petit peu la gestion qui est faite sur la ferme. Et on a déclaré un maximum de nos cours d'eau en cours d'eau et pas en fossé, hein, justement parce qu'ils ont une source et que nous on veut que ce soit vraiment des zones, on va faucher pour faire de l'herbe, mais pas labourer ni retourner, quoi. Donc ça nous impose une distance plus longue par rapport à la berge, mais ça rentre très bien dans notre système. Voilà, 2 largeurs de faucheuse, nous ça va bien. Enfin bon, on est tout calé comme ça. C'est pensé, on a intégré tout ça dans notre système de récolte d'herbes. Voilà. Et pour les saules têtards, oui, voilà, on les jardine tous les 8 à 10 ans. Il faudrait y revenir. Ça peut attendre 12, 13 ans. Mais ce sont des fontaines à bois. Ça, dès que vous les taillez, ça repart. Il faut bien les tailler, hein. Et donc, ce bourrelet cicatriciel à la base de chaque branche, il ne faut pas le blesser. Donc, on coupe 2-3 cm au-dessus. Et puis, c'est à partir de ce bourrelet cicatriciel que les nouvelles branches vont partir. Il ne faut jamais laisser de boulons comme ça au départ des branches, mais ça, on sait faire. On a appris à faire aussi. Il y a une technique, alors c'est ou au sol ou en l'air. Enfin, un tétard, c'est là. Et oui, il faut... Ça s'apprend, mais c'est facile à faire, en fait. C'est pas compliqué à comprendre, pas du tout. Non. Voilà. Et puis, c'est un bonheur, hein, de voir cette nature qui exulte, là, avec cette saison pluvieuse qu'on a eue cette année, tout a poussé de 3-4 mètres. C'est... Oh. La nature, elle est généreuse, très, très généreuse. Hein. Elle te donne en abondance. Et il faut juste aimer vivre avec elle et voir tous ces trésors qu'elle t'offre. Hein. C'est incroyable, incroyable. Pour la confection des plaquettes, on fait venir l'entreprise Trautmann, qui est un broyeur mobile et qui vient de tas en tas, puisqu'il y a plusieurs tas, un bout de la ferme et l'autre. C'est gros comme une moissonneuse-batteuse à peu près, hein. C'est un broyeur. Donc il attrape les tas de bois avec un grappin et les enfourne dans la grande bouche du broyeur. Ça ressort par en haut. Et la plaquette va dans les remorques et nous, on fait des navettes comme ça, à 2 remorques. Voilà. Et on décharge ici, et ici, avec le merlot, on le pousse sur un tas. Et voilà. Et on le fait quand même en automne. Voilà. Et il reste toujours un peu de bois qu'on va ramasser, entasser, et que Ernest posera après dans un coin un petit peu difficile. Voilà, où on ne va pas, et ça devient un refuge pour une bonne quinzaine d'années, je crois, pour salamandres peut-être. Les crapauds notamment, il y a beaucoup d'oiseaux, enfin même des rouges-gorges, l'accenteur mouché aussi qui va s'installer. Ernest et Corinne ont compris quelque chose qui peut être un peu contre-intuitif, je pense, pour beaucoup d'agriculteurs. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai en les côtoyant. C'est que parfois, la meilleure chose à faire, c'est ne rien faire. Et c'est ce que justement Ernest expliquait sur certaines zones, les réserves de biodiversité, enfin on peut l'appeler comme on veut, mais c'est que voilà, on laisse la nature faire, quoi. Et en fait, ces endroits-là, ça va ensuite pouvoir être des réservoirs justement à partir desquels les oiseaux, les insectes, etc. vont pouvoir se déplacer et aller coloniser d'autres espaces. Et quand je parle de coloniser, là, il y a l'importance des haies qui vont être un milieu favorable pour ces espèces, mais aussi un espace de déplacement de la faune. Parce qu'il faut s'imaginer, Ernest en a un petit peu parlé avant, mais il faut s'imaginer que pour les oiseaux, c'est facile de se déplacer.
Mais par contre, pour des escargots, des insectes, voilà, un champ à perte de vue, comment il fait pour traverser? C'est pour ça que c'est très important d'avoir ces corridors écologiques qui sont constitués par les haies et par leurs bandes enherbées pour pouvoir faciliter le déplacement de la faune, mais aussi la dispersion de la flore, puisque ces plantes herbacées, elles vont aller de graine en graine et pouvoir semer d'autres prairies. Donc ça, c'est important aussi de souligner. Elles se déplacent bien. Mais tous ces animaux et ces insectes qui nichent dans les haies, on ne les considère pas du tout comme des nuisibles, mais comme des auxiliaires, nous. C'est ce regard-là qu'il a fallu changer. Hein. C'est pas évident. Vous voyez, j'ai une petite histoire que j'ai apprise là récemment. Autrefois, les gens cultivaient des pommes de terre et ils n'avaient pas autant de doryphores qu'aujourd'hui. Pourquoi? Et parce qu'il y avait des perdrix dans les champs et dans les haies. Et les perdrix adorent les doryphores. Donc à partir du moment où tu avais un groupe de perdrix, une famille de perdrix, bah, tu pouvais cultiver des pommes de terre, c'est elles qui t'enlevaient les doryphores. Mmh. Voilà. Et les faisans, on les attend. Nous, j'aimerais bien avoir des faisans, on aurait moins de limaces, on aurait moins d'escargots. Tous ces oiseaux-là sont utiles. Mmh. On a eu un faisan qui a niché là pendant longtemps, puis il est mort de sa belle mort, de vieillesse, je pense. Mais on n'a plus de faisans, on n'a plus de petits oiseaux comme ça, de perdrix, de cailles, tout ça, ça a disparu de l'espace rural Ordinaire, comme on dit. On les attend, on fait tout pour qu'ils reviennent, on les attend de pied ferme. Le coût des plantations dans le cadre de ce programme Trame Verte mené par la Comcom, c'est 0, parce qu'ils nous font toute la plantation, la fourniture des plants, le premier paillage qui est une toile de chanvre, mais nous devons préparer la terre, donc c'est des heures de main-d'œuvre et l'utilisation de notre matériel. Nous devons fournir le paillage après, quand la toile de chanvre sera métabolisée par la terre. Il y a quand même des coûts, quoi, mais au niveau arbres et plants et premier paillage, pour nous, vu ce programme-là, c'est 0. Voilà. Et autrement, ouais, on fonctionne avec des projets comme ça. Pour toi, ça sera 20% de nos frais, je crois, 15% de nos frais. Donc, voilà, c'est très supportable. On pense mettre un budget d'environ 1 000 500 € par an, quoi. Et on va bien avancer. On s'est laissé cette enveloppe-là. On ne se laisse pas une enveloppe de coûts de main-d'œuvre et de choses comme ça. On se dit, on l'intègre dans notre programme de renouvellement des clôtures. Un agriculteur doit de toute façon renouveler ses clôtures. Hein. Nous, ça fait partie du truc. Donc, on rajoute quelques heures de main-d'œuvre derrière. Oui, et pour l'entretien, si on travaille avec des bûcherons ou cette entreprise qui va travailler mécaniquement avec une machine à chenilles, oui, on se laisse un budget de 1 500 à 2 000 €, quoi, à tout casser. Mais ça nous fournira la plaquette bois, ça entretiendra nos haies. On doit entretenir de toute façon, donc bon, l'un dans l'autre, on va se simplifier l'existence. Mais il faut savoir que nous, on ne coupe jamais une haie à blanc. Vous voyez, une ripicile, comme vous en voyez là derrière, quand on a passé, on voit presque rien. On laisse vraiment beaucoup d'arbres en place. Les plus jeunes, ceux, etc. Enfin, on ne fait jamais une coupe à blanc sur une haie, jamais, non. Et il faut que la haie reste une haie. Voilà, on va sortir quelques vieux peupliers là-bas envahis de gui, mais dessous il y a déjà des saules, il y a du sous-bois. On va juste les sortir. Bon, il y aura moins de voilà, mais il y aura encore un grand rideau de verre. Hein. C'est voilà, on rajeunit, on jardine. On est dans ce plan des trames vertes, donc c'est par des corridors de reconnecter des écosystèmes importants à travers toute la France et toute l'Europe, quoi. C'est des budgets européens. Je suis Frédéric Weber, je suis chargée de mission environnement à la communauté de communes Sauer-Péchelouronne. Et au niveau de la communauté de communes, on mène depuis déjà 2 ans un programme trame verte. Donc l'objectif, c'est de reconstituer à l'échelle du territoire cette trame verte, c'est-à-dire de faire des plantations de haies, mais également des formations, des animations grand public avec des sorties nature, des ateliers pratiques avec les agents communaux, avec les agriculteurs aussi. Au niveau de la ferme Eiffel, on a organisé un atelier pratique avec les agriculteurs. Donc Corinne et Ernest ont présenté voilà, ce qu'ils faisaient au quotidien, avec la chambre d'agriculture aussi qui était présente, et
de voir un peu comment intégrer justement dans le système de la ferme les haies, et notamment à travers l'utilisation en litière avec la plaquette bois, qui est quelque chose d'assez innovant et peu connu et peu courant, alors que sur le territoire on a quand même des potentiels, puisqu'il y a un linéaire de haies qui est assez important, et on a aussi finalement pas mal d'éleveurs, donc quelque chose qui pourrait se développer à l'avenir sur le territoire. Pour la plantation de haies, ce qu'on fait, c'est sous forme d'appel à candidature auprès de tous les acteurs du territoire. On a commencé avec les communes, parce que l'objectif c'était de montrer l'exemplarité. Si déjà au niveau des communes, sur les terrains communaux, on pouvait implanter des haies, c'était de démontrer auprès des particuliers, voilà, nous on l'a fait, donc vous aussi vous pouvez chez vous dédier des surfaces pour planter des haies, pour reconstituer ces corridors écologiques. Donc on a commencé pendant 2 ans, c'était vraiment sur des terrains communaux. Et on a planté comme ça 3 km de haies. Et là, depuis l'année dernière, on l'a ouvert à tous les acteurs du territoire. Donc il y a les particuliers qui peuvent répondre, il y a des agriculteurs, avec un objectif voilà, de faire 5 km complémentaires de haies. Et on travaille en partenariat avec d'autres organismes. Donc si au niveau de notre appel à projet, ça passe pas forcément, du coup on va s'associer par exemple avec la Fédération des chasseurs, qui a aussi des programmes de plantation de haies. Ou d'autres programmes. L'objectif c'est que voilà, tous ensemble, en fait, collectivement, on puisse sur le territoire développer ce linéaire de haies. Donc la communauté de communes met à disposition, donc on va commander les plants, les arbustes et les protections. Charge après aux bénéficiaires, donc la commune ou les particuliers ou l'agriculteur, de préparer le terrain au préalable avant la plantation, et aussi de s'occuper du paillage. Donc une fois la plantation faite, et après l'entretien voilà, sur le long terme, c'est à la charge du bénéficiaire, sachant que nous voilà, on fait quand même un suivi, on fait des formations aussi sur l'entretien, savoir comment entretenir les haies. Les 5 premières années, on va voir sur place en fait comment évolue la haie et donner des conseils pour dire voilà, maintenant il est temps d'enlever les protections, il est temps de recéper, ou là attention, il faut rajouter un peu de paillage, ou il faut peut-être arroser. Donc ça c'est sur 5 ans où on fait un suivi. Donc ici sur la ferme Eufel, c'est la Fédération des chasseurs qui est intervenue. Et du coup en fait c'est la Fédération des chasseurs qui a aussi répondu à l'appel à projet de la région Grand Est, Dreal, Agence de l'eau, qui a pu en faire bénéficier. Et donc eux ils font intervenir une entreprise, et c'est complètement gratuit en fait pour l'agriculteur. Donc du coup étaient pris en charge les plants, les protections, le paillage et la plantation. Je trouvais ça vraiment chouette que la Fédération des chasseurs, plus tous ces organismes se réunissent autour de cette idée-là, parce que c'est une entreprise privée qui a planté chez nous. Et ça crée des emplois, et ils n'ont planté pas que chez nous, ils avaient un gros programme de plantation, et tout ça a été orchestré par la Comcom, la Fédération des chasseurs et tous ces organismes. Et je trouve c'est chouette que ça crée comme ça des emplois au service de la nature et d'un avenir un petit peu plus vert pour la planète, quoi, clairement. C'est chouette, bravo. Alors nous, on s'en sort mieux depuis qu'on est en bio et en agroforesterie. Ça a été un soulagement pour nous, parce que notre plaquette bois, elle ne nous coûte pas très cher. Elle coûte 30-35 € livrée, broyée à la ferme. Ce qui n'est pas cher, la paille c'est plutôt 70 ou 100 € la tonne. Je parle de tonnes. Donc c'est moins cher, la plaquette bois c'est moins cher. Le compost qu'on obtient est de bien meilleure qualité que si on n'utilisait que de la paille, parce que le bois contient de la lignine. La lignine, elle stocke de l'eau, elle nourrit. En fait, elle nourrit les champignons du sol. Donc la lignine nourrit les champignons du sol, les mycéliums, et ces mycéliums vont stocker de l'eau et rendre le phosphore biodisponible pour les plantes. Le phosphore, c'est un point d'achoppement de l'agriculture d'avenir. On va en manquer. Alors que les champignons, si vous les nourrissez bien avec du bois et de la lignine, ils vous libèrent du phosphore qui est présent dans le sol. Donc ça déjà, les mycéliums, nous, ce sont nos meilleurs collaborateurs. On raisonne champignons ici, vraiment, je vous montrerai dans le tas tout à l'heure. On raisonne champignons, on veut nourrir et soutenir les mycéliums du sol. Il faut savoir aussi que les arbres évaporent de l'eau, mais ils nourrissent aussi les champignons du sol avec la sève élaborée.
qu'ils savent fabriquer avec la photosynthèse. Et donc les arbres, la haie, le sol, tout ça fonctionne ensemble pour une meilleure fécondité et fertilité du sol, quoi. Donc on s'est trouvé des ouvriers dans notre sol, quoi. Économiquement, ça a beaucoup joué parce qu'on a pu se passer d'insecticides, de fongicides, surtout pas, hein. Nous les mycéliums on les aime, d'engrais chimiques. Nous, notre compost, c'est notre seul engrais et on n'en veut pas d'autre, on n'a pas besoin de plus que ça. Et puis, il va falloir chauler un petit peu régulièrement, comme tout sol agricole, mais ça va être de la dolomite, ça va être voilà, des chaux un petit peu, voilà, juste pour que le sol fonctionne bien et mieux. Mais on a pu se passer de tellement de choses, quoi. Financièrement, on en sort gagnant. C'est pour nous, économiquement, c'est vraiment très intéressant. Et la santé des vaches, on a joué sur la santé des vaches, parce que plus d'affections respiratoires ou très peu, parce que quand on étale du bois, ça sent les huiles essentielles de bois, même s'ils ne sont pas des résineux, ces terpènes, ça assainit l'air, donc moins de maladies respiratoires. Les pies des vaches sont tout propres, les vaches sont propres, les pies sont propres, donc moins de diarrhée chez les veaux qui têtent. Enfin, au niveau hygiène, on n'a plus de problème. On a eu une fois de la scriptosporiose, il y a bien longtemps, quand on avait de la paille, que de la paille, mais la litière plaquée de bois assainit énormément la litière. D'ailleurs, quand on la cure, c'est tout propre, tout sec. Il n'y a pas d'ammoniac dans l'air, il n'y a aucune odeur, vous verrez. Quand on reçoit des groupes à la ferme, on mange juste à côté des cornadis, à 3 mètres des cornadis. Et quand ce sont des agriculteurs, ils disent « Ah non, 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 nous on ne mange pas là. Hein. » J'ai dit « Attendez, on va faire le tour, vous verrez. » Et après, on mange ensemble et ils sont tout étonnés, il n'y a aucune odeur. Au contraire, ça sent le bois, quoi, on va dire. En fait, quand on a passé dans ce système différent, cultiver autre chose et autrement, quand on a passé à l'agroforesterie et à la bio à la fin, on s'est libéré de tous les engrais chimiques, de tous les pesticides, tous les insecticides, fongicides. Plus jamais de cide dans cette ferme. Le cide, ça tue, comme dit Ernest, et c'est vrai. Donc plus de tout ça. On a tout remplacé par l'arbre, en fait. Foncièrement, au niveau de la santé du troupeau, on s'en porte beaucoup mieux. Autant des veaux que des animaux adultes. Au niveau fourrage, on a une solution de secours et on s'en sert avec ces saules qu'on nourrit. On peut aussi nourrir les grands saules, hein, ce n'est pas une question. Au niveau sol, le sol va beaucoup mieux. Bien sûr, il va falloir chauler un petit peu, mais ce n'est pas qu'il soit devenu acide du tout, mais c'est normal pour un agriculteur. Quand on cultive, on appauvrit le sol, on chaule un peu. Ça fait partie de restituer des nutriments au sol. Voilà, mais c'est la seule chose qu'on va mettre sur nos sols. Nos semences, par contre, oui, au lieu de les traiter avec des trucs qui tuent les abeilles, hein, les néonicotinoïdes, nous, on les traite avec des levures et des bactéries. Voilà, pour que ça germe mieux. Donc oui, ça a un petit coût, mais voilà, c'est pas plus cher, au contraire, on s'en est sorti beaucoup mieux économiquement. Avant, la ferme était assez fragile et là, on a plein de solutions autour de nous pour résoudre nos problèmes. On fabrique notre engrais, on nourrit nos vaches, on a moins de frais vétérinaires et on a gagné de l'argent sur la paille, par exemple. Au lieu de la payer 70 ou 100 €, on paye notre litière 30-35 €. Plus de pesticides ni d'engrais. Tout ça, ça a été des économies, quoi. Hein. Beaucoup, je ne sais pas, ça dépend aussi des années, quoi. Hein. En principe, avec 100 vaches mères, on fait 2-3 césariennes par hiver, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce sont des jumeaux qui viennent tête bêche, sur le dos, en arrière. Voilà, donc ce sont des choses comme ça. On n'a pas plus de problèmes voilà. Je pense que financièrement, par rapport à la situation que j'ai connue, que je n'ai pas forcément chiffrée, hein, j'en suis désolée, mais j'étais tellement dans le « on va faire autre chose, on va faire autrement », et ça marche vraiment de mieux en mieux. Le champ de blé d'Ernest au milieu des 2 haies, là, pas de parasites, pas de maladies, pas de champignons, pas de problème, les cultures vont mieux.
pour fabriquer la litière plaquette bois, en fait, c'est un millefeuille. On a testé la litière monomatériau plaquette bois, ça ne nous a pas convaincus. Et on a choisi de faire un millefeuille. Donc on commence par mettre à peu près 15 cm de plaquette bois au fond de l'étable quand elle est propre et vide. On met les vaches dessus un jour ou deux pour qu'elles ensemencent bien. Ensuite, on va commencer à mettre de la paille. On paille chaque jour chez nous, hein. Donc on met de la paille, un jour, 2 jours, 3 jours, paille, paille, paille. Et puis on va remettre du bois, de la plaquette bois. On en met un peu plus derrière les cornadis quand c'est nécessaire, parce que comme vous voyez, elle reste là longtemps à manger, donc ça se salit un peu plus. Mais voilà, et puis on continue, paille, 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 plaquette, paille, 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 plaquette, jusqu'à ce que la hauteur de fumier dépasse la margelle où elle mange. Voilà, donc là on sait, il faut commencer à penser à vider la stabulation. Et ça, c'est 6 à 8 semaines à peu près. Donc on rentre avec le merlot, on charge sur la remorque va au champ, elle se vide et on fait un grand andin comme ça en avançant. Et ensuite, on attend que l'hiver soit à peu près fini. On fait venir un retourneur d'andin qui va nous le composter. Donc ça turbine l'extérieur vers l'intérieur. Quand il a fini, ça ressemble à un beau tas de terre noire comme ça. Et puis on va l'épandre 15 jours, 3 semaines plus tard. Alors dans ce processus, il y a 5 fermentations. Il y a les fermentations chaudes et les fermentations froides. Donc dans la stabulation, là, il y a déjà une petite fermentation chaude. Voilà, on est dans des bactéries thermophiles, elles fabriquent de la chaleur. Bon là, ensuite on va le sortir sur la remorque. Quand on fait ça, ça rechauffe, parce que chaque fois qu'on remue de la matière organique, ça chauffe. Là, ça va monter. Là, c'est peut-être 30 degrés. Quand on va la sortir, ça va monter à 70 degrés. Et alors, ça refroidit. Donc, bactéries mésophiles qui ne fabriquent pas de chaleur. Ensuite, on fait venir le retourneur d'andin qui va aérer tout ça. Et comme toujours, dès que tu remues de la matière organique, ça chauffe. Donc, de nouveau, bactéries thermophiles, ça chauffe une 3e fois. Et puis, ça refroidit. Et c'est à ce moment-là, au moment du refroidissement, après 8-10 jours, qu'on les pend. Donc il y a eu 5 fermentations par 2 types de bactéries différentes. Ça ressemble en fait à du terreau noir assez grossier qui contient encore un petit peu de bout de bois, bien imprégné de l'urine et des déjections des vaches de l'étable. Voilà. Et c'est ce qu'on épand et ça marche très bien. Par rapport à une litière paille, compostée ou non compostée, le NPK est beaucoup plus équilibré en tout ça et bien supérieur. Et bien supérieur. C'est beaucoup plus riche qu'un fumier pur paille. Et on le voit dans nos cultures. Ce fait de nourrir les mycéliums du sol avec de la plaquette bois, le mycélium rend le phosphore biodisponible. Et ça, on y compte beaucoup pour l'avenir, puisque le phosphore va venir à manquer et que ça va être un vrai problème pour l'agriculture. Mais la solution, elle est là. Les arbres ne sont pas un problème, c'est la solution à nos problèmes. En fait, si on mettait de la plaquette bois pure, on aurait une fin d'azote dans le sol. Mais nous, on n'a pas ce problème, parce que l'azote est amené par l'urine des vaches et les déjections des vaches. Donc le problème de la fin d'azote, il n'y a pas du tout dans ce programme-là, voilà. Et la terre n'a besoin de rien digérer, en fait, c'est déjà digéré. Le compostage prédigère la matière organique et elle est assimilable directement par les plantes. Et il n'y a pas de... la terre, elle n'est pas faite pour décomposer de la matière organique, ou très peu. Elle est faite pour faire pousser des plantes. Et donc, il faut lui donner un amendement qui lui permette de faire tout de suite pousser des plantes. Vous voyez, il faut que ça soit tout de suite prêt et en aérobie, parce que le sol est aérobie. Le compost, c'est un engrais aérobie, vous voyez. Et on est dans les mêmes bactéries, les mêmes champignons. En fait, c'est le cycle qui continue. Et c'est extrêmement fertile et ça suffit. Ça suffit largement. C'est notre seul engrais et ça nous suffit largement. Alors, ça fait que 5 ans qu'on fait ça. On est à des taux de matière organique à 4,5, parce qu'on a toujours nourri avec du compost et qu'on a toujours fait des longues rotations et qu'on a veillé à ce taux carbone, azote et matière organique dans les sols.
Et quand on a fait des analyses plus complètes, ce qui nous manque en fait, c'est une bonne chaux. On utilisait de la chaux qui n'était pas la chaux idéale pour notre sol, mais on a compris qu'il fallait prendre de la chaux plus riche en magnésium, donc on va changer ça. Mais je veux dire, on est en train d'aggrader nos sols. Il y a un Autrichien qui a amené de la plaquette bois dans son sol et qui a augmenté les points d'humus de son sol d'1 point en 5 ans. Ça veut dire que c'est quand même très efficace avec des techniques agronomiques adaptées, bien sûr. Et je ne sais pas d'où il est parti aussi. Hein. Mais il faut savoir qu'un point d'humus stocke 225 mètres cubes d'eau à l'hectare. Alors quand vous avez 4,5 points d'humus, une grosse pluie de 80 mm ou quelque chose comme ça, le sol peut le boire. Le sol peut stocker l'eau. L'eau, elle doit être stockée dans le sol en fait et être mise à la disposition des plantes. Voilà, faire des grandes bassines, ok, d'accord, pour des situations graves et désespérées, mais augmenter le taux d'humus dans les sols, ça va tout de suite être efficace et être au pied des plantes. Voilà. Pour décomposer de la matière organique, on a appris qu'il y a 4 vagues de mycélium. Et les uns digèrent les autres et se suivent et se succèdent. Hein. Mais si vous avez ça, ces mycéliums vivants, il faut savoir que dans un sol forestier, il y en a 1 km par centimètre cube. Donc si vous avez ça dans votre sol agricole, on est bon quoi en fait. C'est eux qui vont faire tout le travail de prédigestion. C'est un organisme vivant, le mycélium. C'est pas un animal et c'est pas un végétal. En fait, ils font l'intermédiaire entre les micro-organismes vivants du sol, les vers de terre par exemple, et leur déjection, et tout ce qu'il y a de vivant dans le sol, et les arbres qui sont des végétaux. Ils sont l'usine chimique entre le végétal et l'animal, entre l'animal et le végétal, pour que le végétal puisse se nourrir, quoi, en fait. Sans mycélium, les arbres ne vivraient pas, quoi. C'est incroyable. Notre vie dépend de ces petits filaments blancs là. Et alors, comme je vous disais, 1 km par centimètre cube en forêt, mais il y a aussi dans un bon sol agricole 1 million de micro-organismes vivants par gramme. Par gramme. Et dans du compost, il n'y en a pas 1 million, mais 1 milliard. Parce que c'est que du végétal, alors que le sol a une partie minérale, des roches décomposées. Hein. Donc tous ces êtres vivants microscopiques, là, ce sont nos ouvriers. Je dis toujours aux gens, vous êtes à la tête d'une entreprise prospère. C'est incroyable. Alors on ne va pas leur nuire, on va leur dire merci, on va les aider à travailler et on va les nourrir et les bénir à la limite, quoi. Voilà. C'est eux qui travaillent pour nous. On va être de leur côté. Ils sont de notre côté, on va être de leur côté et on va coopérer avec eux, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un saule tétard qu'on a taillé il y a 6-7 ans à peu près, quoi. Regardez ça. On va encore attendre 2-3 ans et c'est reparti pour un tour, quoi. Et avec ça, on peut nourrir des vaches, avec ces branches-là. C'est pas parce que c'est un saule fragile, c'est pas un saule buissonnant, mais comme dit, les vaches, elles mangent tout ça. Et dans l'écorce, il y a du vermifuge, de l'anti-inflammatoire, et on rentre nos vaches en pleine forme, hein. C'est incroyable ces arbres. L'écorce de saule contient de l'aspirine. Donc voilà, il faut nourrir nos vaches avec ça tous les 2-3 jours, une bonne ration dans le troupeau et elles le mangent avec délice. Hein. Alors là maintenant les feuilles sont tombées, c'est pour ça que mi-août, quand c'est encore plein de feuilles, alors là c'est la fête quoi, hein, c'est super. Et on croit que quand on régénère un saule tétard, quand on le taille, ça l'endommage, mais non. Il va vivre 4 fois plus longtemps. 4 fois plus longtemps parce qu'on lui donne en fait une espèce d'éternelle jeunesse. Et un saule tétard qui vivrait peut-être 200 ans, eh ben, il va produire du bois pendant 800 ans. C'est quand même incroyable, je veux dire, on entretient, c'est ça jardiner et entretenir le paysage. C'est penser aussi aux générations futures. Et en plus, on va nourrir le sol avec, regardez comme l'herbe est grasse ici, c'est incroyable quoi. Sans engrais chimiques, sans rien du tout. Juste avec cette litière plaquette bois qui vient de là, quoi. Et alors c'est un écolieu, enfin un lieu de... Combien d'espèces Arthur vivent dans un saule tétard? Je ne sais pas, il y en a énormément. Alors il y a des insectes qui vont notamment aller dans les petites infractuosités à l'intérieur du saule tétard. Il y a des... Parce que du coup, en fait, le saule, il va continuer à se développer, donc il ne va pas forcément pousser en hauteur, mais il va pousser en largeur.
Et il va avoir des écorces vraiment avec beaucoup d'infractuosité. Et donc ça c'est intéressant pour tout un tas d'insectes, d'autres arthropodes, des araignées, etc. Et du coup les prédateurs de ces arthropodes, dont les oiseaux. Les oiseaux vont aussi les utiliser pour nicher. Il y a certaines espèces cavernicoles qui nichent dans des cavités, qui vont pouvoir s'y installer, comme les mésanges. Et puis il y avoir des chouettes aussi, la chouette chevêche qui aime bien les arbres têtards. Donc en fait, un arbre tétard, c'est en gros un écosystème à lui tout seul en fin de compte, puisqu'il attire toutes ces espèces-là. Oui, on a vu des canards, on a vu, comme le tronc se creuse, on a vu des petits mammifères, on a vu des chauves-souris. Ouais, les chauves-souris, des C'est pics, énorme. ouais, c'est ça, ouais, il y a tout. Alors, je ne vais pas citer toutes les espèces, mais effectivement, ouais. Bah, ça va commencer par les pics, en fait, qui vont du coup créer des cavités à l'intérieur. Donc, l'arbre, il se développe en périphérie, hein, donc dans l'écorce. Et à l'intérieur de ces cavités de pics, les pics ne vont l'utiliser qu'une seule année. Quand je parle de pics, ça peut être le pic épêche, le pic vert, qu'on connaît bien, ou d'autres espèces. Et après, il y aura d'autres espèces qui vont s'y installer, de la citelle torche-peau aussi, qui va utiliser les nids de pique, les chouettes, ou alors des petits mammifères comme du laireau, loir, qui vont aussi s'y installer. Ouais. Les belettes, les fouines, tout ce qu'on veut, Ouais. quoi. Voilà. Voilà. Et c'est génial. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est les espèces présentes. En fait, si c'est des espèces qui sont rares sur le secteur, enfin, quand je parle du secteur, c'est même au niveau régional ou même localement. Donc on va veiller à ce que ces espèces-là, si déjà elles sont présentes, c'est qu'elles ont des conditions particulières qui leur permettent de vivre. Il y a certaines espèces qu'on appelle aussi des espèces parapluies qui vont du coup indiquer que si elles sont présentes, c'est qu'elles trouvent des conditions favorables qui vont être aussi favorables à tout un tas d'autres espèces. Là notamment je pense à la pie-gris écorcheur dont on a déjà parlé, mais qui effectivement si elle est présente, en plus elle est assez facile à trouver, donc c'est assez bien pour les inventaires. On peut répertorier le nombre de pie-gris écorcheur, et donc ça c'est un petit peu le deuxième paramètre. Donc il y a la diversité des espèces, et après il y a le nombre d'individus par espèce. Et là notamment les pie-gris, il peut y avoir sur la même haie, il peut y avoir un seul couple, puisqu'au niveau de l'alimentation, ça va pouvoir subvenir aux besoins d'un seul couple et leurs jeunes. Mais sur une même haie avec des zones favorables autour, il peut y avoir éventuellement 3 couples sur le même linéaire de haies. Donc ça, c'est des indicateurs, donc les espèces et le nombre d'individus par espèce qu'on va observer. Les oiseaux sont généralement considérés aussi comme des indicateurs, puisqu'ils sont assez faciles à comptabiliser par rapport à d'autres espèces qui nécessitent soit du matériel spécial ou alors une spécialisation de l'enquêteur, quoi. Mais parce que les suivis des oiseaux se font majoritairement en période de reproduction et à l'oreille. Donc on écoute les chants d'oiseaux et puis grâce à ça on arrive à répertorier en fait des territoires qui sont occupés. Et en passant plusieurs fois au même endroit, on arrive justement à répertorier les différents territoires et ainsi le nombre de couples qui sont présents sur la ferme. Donc là on entend un petit peu, on a entendu un troglodyte, on entend des orites à longue queue. Là on est à une période de migration où on ne fait pas forcément d'inventaire, mais où les haies ou les autres éléments, ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques, ont aussi beaucoup d'intérêt, puisque c'est des oiseaux qui vont migrer, donc qui ont besoin à la fois de sites de repos pour faire des haltes migratoires et aussi des sites de nourrissage pour pouvoir recharger les batteries avant de continuer à migrer. Donc il y a des oiseaux, même des tout petits oiseaux, qui sont rigoureusement insectivores, qui vont traverser le Sahara. Donc il faut s'imaginer ces petits oiseaux qui traversent le Sahara. Donc ils ont effectivement besoin de lieux tranquilles pour se reposer et se nourrir. Et après il y a d'autres oiseaux qui vont rester ici tout l'hiver, ou des espèces du nord qui vont hiverner ici. Donc en fait nous on est le sud pour eux, quoi. Et c'est là où justement le fait d'avoir des haies, des bandes enherbées qu'on laisse aussi. Donc là j'introduis juste la notion de zone refuge qui peut être intéressant. Par exemple sur une prairie qu'on va faucher, il peut être intéressant de laisser une partie, 10-5%, notamment en bordure de haies, qu'on va laisser sur pied à l'année. On va le faucher l'année suivante pour pouvoir limiter quand même l'expansion de la haie, mais au moins et on laissera par exemple l'autre côté de la haie l'année suivante, et ça permet de maintenir des graines, tout ce qui est aussi insectes du sol qui va se réfugier dans les tiges creuses, dans les herbes, de repartir en fait de ces zones refuges pour coloniser la prairie l'année suivante. Et en fait, toutes ces zones-là sont très intéressantes et très importantes en dehors des périodes sensibles, du printemps, donc en automne actuellement, et aussi en hiver, quoi.
Parce que si effectivement on broie tout, il n'y a plus aucun endroit où ces animaux peuvent trouver un refuge et de la nourriture aussi pour les oiseaux. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte de faire aussi un petit peu tomber les barrières entre l'animal non humain et les humains. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, on est composé à majorité d'espèces non humaines, de cellules non humaines. Il y a 1000 espèces de bactéries différentes de notre microbiote intestinal. Le microbiote, on en a dans les poumons, on en a dans tous les organes, en fait. Des choses qui ne sont pas humaines, hein, qui sont des animaux, en fait. Bactéries, c'est considéré comme de la faune. Donc on est en totale dépendance avec ce qu'on considère l'environnement. En fait, le côté intérieur et extérieur est beaucoup plus lié que ce qu'on peut en fait penser. Et ça, c'est des découvertes assez récentes, hein, l'histoire du microbiote. Mais ça veut dire que justement, quand on travaille sur l'extérieur, c'est aussi quelque chose qui nous touche directement. C'est important, il y a des agriculteurs avec qui je travaille qui me disent que la raison principale pour laquelle ils plantent des haies, c'est leur bien-être à eux de travailler sur leur parcelle en fait. Et ce qui manque, je pense aussi au niveau même sociétal, c'est de faire du lien entre les gens, parce que j'en ai déjà parlé avant, on oppose beaucoup les naturalistes, les chasseurs, les agriculteurs, les citoyens, etc. Enfin, voilà, on oppose un peu tout le monde. Mais finalement, si on se parle pas, on se rend pas compte des contraintes. Alors c'est bien beau en tant que naturaliste de critiquer les agriculteurs en disant que ils polluent, etc. Mais dans quel contexte? Pourquoi ils font ça? Quels sont les éléments qui les ont poussés à faire ça? Et est-ce qu'on peut créer un dialogue justement pour essayer de faire bouger les choses petit à petit, comme tu l'as fait avec Ernest. C'est pour ça que c'est important vraiment de relier les gens, mais pas par leur statut, mais par l'individu, quoi, par leur personne en fait. Alors là, on est devant notre meilleur champ. C'est notre champ expérimental et là-dedans, tout fonctionne. Si ça fonctionne là, il faut que ça fonctionne ailleurs. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a une ripisylve ici avec des grands arbres à gauche et la haie conservatoire là sur la droite, qui est l'épine dorsale un petit peu du domaine. C'est une haie à laquelle on ne touche pas. C'est notre porte-graine en fait pour les oiseaux. À partir de là, ils vont ressemer. C'est la haie qui est la plus biodiversifiée de tout le domaine, quoi. Et les racines travaillent là-dessous à nourrir les mycéliums. On a amené du compost, on a préparé la terre et voilà, on a semé du blé. Toujours ces 4 variétés rustiques en mélange. Et voilà, c'est l'exemple type de ce que devraient être des champs en agroforesterie. Il faudrait que les haies ne soient pas distantes de plus de 150 à 200 mètres. Voilà, là on est dans cette configuration à peu près, quoi. Les arbres en fait ont 2 cycles d'eau. Il y en a un qui monte et qui fait les nuages, et il y en a un, comme il transpire, il se refroidit. Et puis comme il se refroidit, la vapeur d'eau se condense dessus et ça redescend. Et ils font la photosynthèse et ils nourrissent les mycéliums du sol, qui travaillent pour nous, quoi. Ouais. Ça aussi, c'est tout nouveau, tout nouveau. On est paysans expérimentateurs. Ici, c'est un grand laboratoire à ciel ouvert, en fait. Et voilà, on a besoin des scientifiques pour bien comprendre ce qui se passe. Quand on a un scientifique dans le coin, on l'emmène ici, on lui demande « Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous comprenez? Expliquez-nous ce qu'on fait, quoi. » Et c'est toujours riche et enrichissant, hein, vraiment, quoi. Ouais. On n'est que paysans, nous autres, hein, on n'est pas... On n'a pas eu de verse de blé, du tout. Si on a de la verse, c'est peut-être parce qu'il y a eu un orage ou quelque chose comme ça. On a eu un peu de verse sur un métail, mais le métail, il est tellement dense, c'est tellement un matelas qui se pose sur un coussin d'air de 20 cm à peu près. On n'a pas de dégâts, on a récolté en verre, on a ensilé, et puis voilà, quoi. Et puis pour entretenir toutes ces haies et tout, j'ai réfléchi un petit peu. Je pense qu'on met en heures humaines de l'agriculteur à peu près 2 semaines. Une personne, 2 semaines. Voilà. On le fait en plus de nos horaires de travail le soir. C'est à peu près le coût pour nous. Mais si on n'a qu'une semaine, on le fait pas en continu, on fait le soir après le boulot, quoi, comme ça, quand... Voilà, ou bien une après-midi par-ci, un matin par-là, quand la condition météo est bonne. C'est à peu près le temps qu'on consacre à l'entretien de nos barbelés, poteaux et tout ça. C'est le coût, on va dire, qu'on met là-dedans. Ce sont des heures de travail, en fait, quoi.
Mais sinon, coût, ça n'a pas tellement de coût de faire tout ça. On entretient, voilà, on entretient notre paysage. On est paysan, on entretient le paysage. On nourrit les gens du pays. C'est notre boulot. Voilà. Après tout ce temps passé en notre compagnie, on imagine que c'est un sujet que vous aimeriez approfondir. À Vers de Terre Productions, on propose aussi des formations finançables Vivea avec tous nos experts. Les liens sont en description de cette vidéo. À bientôt!